Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 février. Le titre du jour est reprise des hostilités. En effet, hier c'était une séance un peu particulière puisque c'était le President's Day aux États-Unis. On a donc eu des marchés américains fermés. En l'absence des marchés américains, parce que ces derniers pointaient vers une ouverture positive en ce début de semaine, eh bien, le CAC et le DAX ont tous les deux tenté d'attaquer des résistances. Le DAX, c'est plus haut annuel en cours de clôture à 11 840. Le CAC 40, la zone des 4 900 points. Et hier, il s'est passé quelque chose de très particulier. Et c'est quelque chose que l'on va pouvoir constater, je pense, dans les séances et les semaines à venir. Vous devez absolument le garder en tête. Hier, on a vu en effet le 10 ans français se tendre. Parce que Marine Le Pen monte dans les sondages, eh bien, les opérateurs se réfugient sur l'Allemagne et quittent la France. On a donc un différentiel entre l'OAT et le Bund, c'est-à-dire le 10 ans français et le 10 ans allemand qui grandit. Et on a des flux qui vont vers l'Allemagne et qui sortent de la France. Résultat, vous avez un DAX qui a ouvert hier en hausse, qui a tenu en hausse et qui reste encore scotché aujourd'hui à ses plus hauts annuels. Et vous avez un CAC 40 qui a ouvert sous résistance hier, qui n'a même pas eu la force d'aller chercher ses plus hauts annuels, qui a baissé en séance et qui testait ce matin un support. Alors qu'il y a 2 semaines ou un mois à peu près, on avait le CAC à 4 930 et le DAX à 11 850, eh bien le DAX est toujours au même prix, mais le CAC est 1,5% en dessous. La raison en est simple, la prime de risque politique augmente, le 10 ans français se tend et certains opérateurs sortent progressivement du marché français en amont des élections et à chaque fois qu'ils voient que Marine Le Pen grimpe dans les sondages. Donc voilà, ça c'est un phénomène particulièrement important dont on parle beaucoup dans les médias. Je vous invite vraiment à le comprendre. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Concernant les graphiques, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Ils seront de retour très très vite. C'est une question peut-être d'heure ou de séance, mais voilà. On a fait une pause sur les graphiques pendant un mois pour mettre toutes nos conditions à jour par rapport aux demandes du régulateur français, l'AMF, je vous en avais parlé le mois dernier. Eh bien, les graphiques seront de retour très prochainement. On va donc passer au sommaire de cette émission. Dans cette émission, nous verrons ensemble les actualités marché, macroéconomiques, nous verrons les actualités et le palmarès actions, nous verrons les statistiques économiques passées et à venir, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur les actualités de marché, Alan, qui écoute souvent notre émission, me dit malgré Marine Le Pen, le VIX ne bouge pas. Alors, il faut bien comprendre que le VIX est un produit qui mesure l'écart de spread des options des actions du S&P 500. S'il y a du stress aux États-Unis, de la volatilité, l'écart du spread sur les options du S&P 500 devient plus grand et cela fait monter le VIX. Le VIX n'a donc aucun rapport avec le CAC 40. Et alors que les indices US montent et que le DAX monte, le VIX, lui, est au plus bas. Donc voilà, comprenez bien que le VIX va avec les actions US, que si les actions US devaient décaler à la baisse, le VIX pourrait grimper, mais qu'en attendant, c'est même pas l'Europe, c'est le CAC 40 qui subit des dégagements à court terme et c'est à cause d'échéances politiques. Voilà pour cette petite parenthèse.
Alors, en termes d'actualité marché, donc on est mardi, et les US vont reprendre leur cotation ce jour, et pour l'instant, les futurs sur le S&P 500 sont en hausse de 0,1% par rapport à la clôture de vendredi. On est à 2353 points. Parce que les indices US continuent d'être dans une tendance haussière de moyen terme et de court terme et pointent vers de nouveaux records historiques, le DAX est soutenu et travaille ainsi ses plus hauts annuels en clôture à 11 840 points. S'il les dépasse, on retrouverait les plus hauts annuels à 11 890 points et au-dessus, le fameux seuil psychologique des 12 000 points. Et cela, c'est possible tant qu'aucun support ne cède. Sur le 440, c'est plus lourd. C'est une tendance haussière de moyen terme, certes, mais depuis le début de l'année, c'est clairement un range entre 4740 précisément et 4930 précisément. On est à 4860, on est donc en plein milieu de ce range. On est tiraillé entre d'une part des bons résultats d'entreprise, la BCE en soutien, et d'autre part Marine Le Pen qui monte dans les sondages et les craintes des investisseurs en vue des élections françaises. Donc, gardez en tête que le 440, dans les semaines, les mois qui viennent jusqu'à l'élection, pourrait rester plus lourd que son homologue. Donc, vous avez d'un côté le S&P 500 qui est l'indice le plus fort à la hausse, ensuite le DAX et ensuite, dans les lourds, vous avez le 440. C'est très important de noter ces surperformances, sous-performances, car bien évidemment, un indice qui est haussier va monter beaucoup plus vite. Et un indice qui est lourd comme le 440, même dans la hausse, va monter beaucoup plus vite, moins vite. Voilà, sélectionnez bien votre indice en fonction de votre scénario. Ensuite, quitte ou double pour le pétrole WTI à 54 $. Je vous en parle depuis des semaines. Le pétrole WTI est haussier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Le pétrole est extrêmement soutenu et ce malgré 6 semaines consécutives de stock positif. Le pétrole est soutenu parce que les pays producteurs OPEP et non-OPEP se sont accordés sur les prix, que leur baisse de production a été actée et vérifiée et qu'ils pourraient continuer de tenter de faire la pluie et le beau temps sur les cours du pétrole et de ne pas les laisser retomber sous 50 $. Autrement dit, parce que les cours sont soutenus, on pourrait de nouveau tenter de casser les 54 $ et si ce seuil clé majeur devait céder, une nouvelle vague haussière n'aurait rien d'illégitime dans le sens de la tendance, avec comme objectif théorique les 57 $. C'est la hauteur du range entre 51 et 54 qu'on reporterait à la cassure qui donnerait 54 $. Et au-dessus de ce seuil, les 60 $, seuil psychologique et objectif de moyen terme d'importance. Bien évidemment, à contrario aussi, on ne passe pas les 54 $, cela reste un range entre 51 et 54. Les cours du riz sont encore une fois réactifs sur la zone des 9,1-9,2 cents. On en a parlé 3 ou 4 fois l'année dernière. À chaque fois que les cours sont revenus sur cette zone, ils ont été réactifs. Et bien de nouveau, on s'en est approché la semaine dernière. Je vous en ai parlé et de nouveau, on a réagi positivement dessus. Enfin, concernant le Forex, on notera que la paire AUD-NZD, donc le dollar australien contre le dollar néo-zélandais, approche de sa résistance moyen terme à 1,0750. C'est une paire dont je vous parle déjà depuis des mois. C'est une paire qui est en train de construire une possible ETEI, une épaule-tête-épaule inversée majeure à moyen terme. Et si on casse les 1,0750, l'objectif théorique de la hausse ressort à 1,1350, soit 600 pips de hausse potentielle. Donc voilà, je surveille la UD-NZD parce que cette paire était susceptible de valider un mouvement haussier et donc de tracer la deuxième épaule, la dernière épaule, de l'épaule tête-épaule inversée dont je vous parle. C'est ce qu'elle a fait ces dernières séances. Et donc, on va voir si les 1,0750 testés à de nombreuses reprises ces derniers mois venaient enfin à céder ou s'ils bloquent de nouveau. Enfin, on notera que le dollar index regagne les 101 points et sa tendance haussière. La semaine dernière, on avait dépassé les 101 points, on était revenu dessous, on se cherchait. Je ne comprenais pas pourquoi le dollar était sous pression alors que les chiffres économiques étaient si bons et que la Fed nous disait qu'elle allait bel et bien monter les taux.
Je comprends un petit peu mieux. Là, on reprend le début de la semaine. Il y a un peu, comment dire, de sortie de capitaux de l'euro, de la zone euro, du CAC 40 à cause du risque Le Pen. Ça profite notamment au dollar. Et le dollar donc casse les 101 points. Il a même réalisé un gap au-dessus de ce seuil. Donc tant qu'on est au-dessus des 101 points, le dollar est haussier, l'euro, la livre et les autres paires en dollars pourraient être sous pression. Si et seulement si le dollar repasse sous les 101 points, je redeviendrai neutre. Et puis, en termes d'actualité macroéconomique, on notera donc le nouveau plus haut depuis 4 ans sur l'écart entre l'OAT et le Bund, donc c'est le 10 ans français et le 10 ans allemand, en corrélation avec la montée de Marine Le Pen dans les sondages, à 27% d'intention de vote au premier tour. L'écart entre le Bund et l'OAT a atteint 80 points de base hier. Donc gardez bien en tête que c'est par cet écart qu'on mesure justement la différence entre le taux français et allemand et qu'on arrive à mesurer la tension palpable sur le marché français. Donc vous continuerez de lire ce genre d'écart, j'en parlerai sur Twitter et dans mes émissions dans les semaines à venir. Sinon, au contraire, le 2 ans allemand, donc contrairement aux 10 ans, le 2 ans allemand est très demandé. Il a atteint un record en territoire négatif à moins 0,85%. En fait, c'est la manifestation d'un intérêt accru pour l'actif sans risque de la zone, c'est-à-dire les taux allemands, de la part d'investisseurs inquiétés par le risque français. Donc vous avez des investisseurs qui sortent des obligations court et moyen terme en France et qui se placent sur l'Allemagne. Donc vous avez l'OAT qui monte et le Bund qui descend. Et vous avez ainsi l'écart entre les deux qui s'accroît et qui matérialise donc les tensions sur le marché français. Enfin, selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite privilégierait la place de New York, le NYSE, pour la cotation de son groupe pétrolier saoudi Aramco. Certains responsables estiment que l'opération pourrait valoriser Aramco autour de 2000 milliards de dollars. Ce serait ainsi la première capitalisation pétrolière mondiale. Et donc, l'Arabie Saoudite, vous vous en doutez, fera tout pour maintenir les cours du pétrole au-dessus des 54 dollars pour pouvoir coter en bourse son géant pétrolier au meilleur prix. Ensuite, on va passer aux entreprises. Aujourd'hui, on a HSBC qui a publié son bénéfice annuel qui s'effondre de 62% en 2016 à cause des indécisions engendrées par le Brexit et par Donald Trump. Parallèlement à ça, on a BHP Billiton qui a annoncé mardi donc un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars au premier semestre, revirement de situation imputable à la hausse du pétrole et à la productivité de l'entreprise. C'est une surprise pour les opérateurs, un beau bénéfice, retour au bénéfice donc pour ce géant pétrolier. Ensuite, Alstom a signé un contrat d'environ 100 millions d'euros avec l'autorité des transports publics de l'État de Victoria en Australie. Et enfin, SEB a vu ses ventes augmenter de 6% au quatrième trimestre 2016 à 1,63 milliard d'euros. Le spécialiste du petit électroménager a enregistré une croissance organique de 6,1% à 5 milliards d'euros alors qu'il avait guidé les investisseurs vers plus 6% et le seuil psychologique des 5 milliards s'est atteint et donc le titre SEB était en hausse de plus de 3% dans les premiers échanges ce matin. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, qu'est-ce que vous pouvez noter comme ça d'un coup d'œil ? C'est simple, pas de titre en hausse de plus de 1% et pas de titre en baisse de plus de 1%. La volatilité est écrasée, l'attentisme est à son comble, on attend la reprise des cotations sur les marchés américains cet après-midi, on est coincé entre support à 4850 et résistance à 4900 points et pour l'instant les opérateurs se cherchent. Côté statistique, hier je voulais revenir sur le fait que l'indice mensuel de la confiance du consommateur européen s'est replié à moins 6 points contre des attentes à moins 5 points. Ainsi, l'indice mensuel de confiance du consommateur s'est replié sous ses derniers plus hauts enregistrés en 2015. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien, c'est parce que ces derniers mois, les indices de confiance des consommateurs et des investisseurs et l'inflation sont remontés graduellement. Or, comme je vous l'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, pour moi, cette reprise de confiance du consommateur, elle est simplement psychologique. Et cette reprise de l'inflation, elle est
passagère. Or, en ce moment, on a une hausse des prix du pétrole et on a aussi eu un peu de hausse de prix de l'alimentaire. Ce sont des choses qui font des hausses de prix qui pèsent sur le pouvoir de consommation des individus, et c'est quelque chose donc à terme qui pèse sur la confiance du consommateur, son moral. Donc comprenez bien que nous sommes dans une période où les consommateurs anticipent de bonnes choses pour l'avenir, mais où la hausse des prix ne pourrait être que négative. En fait, l'inflation, c'est comme le cholestérol. Il y a de l'inflation positive et de l'inflation négative, tout comme il y a du cholestérol bon et mauvais. Si votre inflation engendre une hausse des prix qui tire les salaires à la hausse, qui redonne du pouvoir d'achat aux particuliers, mais c'est une très bonne chose, ça relance même la dynamique économique. Par contre, si vous avez une hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire et que derrière il n'y a pas de hausse des salaires, eh bien les personnes gagnent toujours autant et elles doivent payer leurs biens de consommation plus cher. Donc vous avez à terme la confiance qui s'érode et vous atteignez ainsi un haut de cycle potentiellement économique et de psychologie. Donc attention à cela. Beaucoup d'optimisme, voire d'euphorie ces derniers temps sur les indices de confiance et l'inflation, ça pourrait retomber. Et puis ici, ce tableau, je vous ai repris donc le tableau de la plateforme de CMC Markets. Dedans, donc, il y avait les statistiques de ce matin. Je trouvais ça encore plus simple de vous les montrer de la sorte. À 9h et 9h30, on a donc eu les indices PMI manufacturiers et des services en France et en Allemagne. Le petit bémol, c'est le PMI manufacturier en France inférieur aux attentes. Sur les services, il est très bon et il est même au plus haut depuis 5 ans. Et on notera qu'en Allemagne, on fait mieux que prévu dans les manufactures comme dans les services. Donc de très bons chiffres publiés ce matin. Et cet après-midi, on attend l'indice de la production manufacturière aux États-Unis, et puis vous noterez ensuite dans la nuit des statistiques dans les antipodes, et demain matin l'indice IFO, l'indice de confiance des entreprises en Allemagne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme je vous l'ai dit, les graphiques reprendront très bientôt. Pascal me dit, existe-t-il un VIX CAC 40 ? Oui, il existe un VIX CAC 40, le VCAC. Qui mesure la volatilité de l'indice français. Malgré tout, même si l'indice français a un peu baissé ces dernières séances, il a baissé sans volatilité, donc je ne pense pas que le VCAC soit monté beaucoup plus que cela. Ensuite, Hervé me dit ST Microelectronics a dépassé ses résistances, qu'en est-il pour la suite ? En fait, Hervé, ST Microelectronics a cassé tous les plafonds, toutes ses résistances historiques. Elle est dans une superbe tendance haussière. Et donc, il est quasiment impossible de dire où le titre va s'arrêter. Voilà. Là, on est vraiment dans de la proportion historique. C'est-à-dire que pour retrouver la zone de prix que l'on travaille actuellement, c'est-à-dire la zone des 13,50 €, il faut retourner avant 2008. STM cotait 20 € en 2003-2004, par exemple. Donc là, on est vraiment dans un retournement de tendance long terme. On peut remonter à 14 €, 15 €, 18 €, 20 €, tout dépendra du secteur, tout dépendra des résultats à venir. En tous les cas, STM est en grande forme, le titre est soutenu, il est dans une tendance haussière. Pour trouver les objectifs théoriques, vous pouvez aller sur vos graphiques dans le passé et trouver des résistances de moyen terme. Et pour cadrer la hausse, vous pouvez tracer des obliques qui passent par tous les plus bas des dernières semaines, ou bien utiliser des moyennes mobiles qui courent sous les prix et qui collent parfaitement à la tendance. Comme ça, le jour où on casse les moyennes mobiles et où l'oblique de tendance, eh bien vous avez votre signal de retournement. En attendant, les acheteurs ont la main, et tant que l'on ne casse pas de support, eh bien on peut continuer de grimper. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce point complet vous a plu. Je vous souhaite à tous par avance une bonne fin de matinée, un bon appétit, et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.